Bonjour à tout le monde et merci aux organisateurs pour cette invitation. Voilà, je vais faire une belle succession, enfin belle, non j'en sais rien, c'est vous qui jugerez, mais celle qui vient d'avoir lieu de les deux collègues de Toulouse, parce qu'on est vraiment en phase, donc vous allez retrouver des éléments. Alors, je reste là, moi, si ça vous embête pas, sinon j'ai la fâcheuse habitude d'arpenter. Voilà. Il faut que je prenne des cours auprès de Elon Musk, mais voilà, comment animer une conférence. Voilà. Mais bon, comme je suis un peu à l'ancienne, voilà, mais je vais vous parler de ça, en fait, de reposer la question générale de l'école comme institution face à ces défis environnementaux et de développement. Et j'insisterai à la fin sur la question des défis de formation que cela pose, en fait, hein, puisqu'on est dans le cadre là des INSPE et que les INSPE, leur mission, c'est bien la question de la formation des enseignants. Alors, cette institution scolaire, eh bien, elle doit se saisir, hein, ça va être l'objet de cette intervention. Elle doit se saisir de la question de sa responsabilité sociétale, comme l'ensemble des institutions et l'ensemble des entreprises sont en train de se saisir de ça. L'école ne peut pas rester en marge de cela. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Alors, il faut toujours dire d'où on parle, hein. Mes racines sont celles des sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation ont été élaborées fin 19e, début 20e siècle par Émile Durkheim, qui est davantage connu pour avoir créé en même temps la sociologie, et pour lui, sociologie et sciences d'éducation marchaient main dans la main, car se complètent complètement. Voilà, et donc cette référence à Durkheim, c'est de dire que l'école, elle sert à deux choses, en fait. Elle sert d'une part à permettre aux nouvelles générations d'acquérir les normes sociales qui sont en vigueur au moment qu'ils vivent, à l'époque où ils vivent, mais en même temps, l'école doit se donner les moyens de donner des clés de compréhension du monde de façon à ce que cette nouvelle génération soit capable d'élaborer de nouvelles normes. Et c'est cette tension permanente qu'il y a au sein du monde de l'éducation et du monde scolaire en particulier, entre transmettre les normes en vigueur et permettre de les renverser. Et donc l'éducation doit s'adapter à chaque époque. Et notre époque est en plein bouleversement, en pleine transformation. L'école ne peut pas rester immobile par rapport à cela. Alors l'institution scolaire, oui, il y a le petit bandeau là, qui vient juste sur le haut de ma diapo. C'est dommage, j'ai mis tous mes titres en haut. Mais voilà, donc l'institution scolaire, son projet initial, lorsqu'elle est devenue générale obligatoire, c'est un projet qui était universaliste, avec l'école au service de l'universel, et avec un apprentissage en même temps de la démocratie, mais il y avait aussi l'idée de creuset identitaire. Il s'agissait de construire l'idée de nation au travers de l'école et d'unifier les langues, alors que les langues en France étaient multiples, régionales, des patois, etc. Les gens ne parlaient pas français, en fait, hein. C'était le rôle de l'école. Et puis, en même temps, et là je vous renvoie peut-être aux travaux de certains historiens comme Jean-Baptiste Fressoz sur l'environnement, l'école a été le lieu où les savoirs locaux ont été évacués pour devenir le lieu seulement de la transmission des savoirs académiques. Et ça a eu des répercussions très importantes, en fait, hein, sur la perte aussi de beaucoup de savoirs qui étaient portés, entre autres, par les femmes sur le territoire. Et puis, l'école a été mise au service d'un méta-récit, celui du progrès scientifique qui entraîne, et technique, qui entraîne obligatoirement le progrès social. Et tout le XXe siècle nous a démontré le contraire. Donc c'est ce projet institutionnel de l'école qui est en crise aujourd'hui et qu'il va falloir revisiter. Voilà. Donc l'éducation, je ne sais pas si... voilà, on peut peut-être déplacer le petit bandeau, le mettre en bas, ça serait... Oui, c'est mieux comme ça.
effectivement, parce que mes titres seront plutôt à gauche. Donc, en même temps, l'éducation et l'environnement, c'est une longue histoire. Hein. Là, je reprends les éléments qui ont été exposés par Angela Barth, une collègue de Marseille, de l'Université Aix-Marseille. L'idée d'environnement existe depuis qu'il y a éducation, en fait. Hein. Bien avant l'école obligatoire, les congrégations religieuses s'occupaient de l'environnement et faisaient de l'éducation pour, par et dans l'environnement. On peut faire référence au mouvement scoutisme, mais aussi dans les congrégations comme les frères des écoles chrétiennes, etc. Tout ce monde-là faisait l'éducation à l'environnement. Voilà, donc ça existe depuis toujours. Et puis, enfin depuis toujours, depuis le 19e siècle en tout cas, il y a aussi tout le monde de l'éducation populaire hein, qui a un ancrage très fort sur ces questions-là. Et puis dans les années 70, voilà, il y a une autre forme qui s'est mise en place, c'est celle de l'éducation relative à l'environnement, qui a été portée essentiellement par des gens très engagés. C'est un modèle militant. C'est-à-dire à la fois des chercheurs engagés, c'est aussi des praticiens engagés qui vont faire une communauté nouvelle dont il reste quelques éléments, surtout actuellement au Québec, autour de Lucie Sauvé, par exemple, hein, qui ne s'est pas très installé dans le paysage français, beaucoup en Afrique suite aux Québécois, etc. Voilà, donc ça c'est un premier modèle, c'est un modèle très militant. Et puis après, dans les années 90-2000, il y a eu l'émergence institutionnelle de l'éducation au développement durable, avec d'abord un modèle professionnel et puis ensuite un modèle gestionnaire qu'on retrouve avec les objectifs du développement durable. Donc il faut apprendre à gérer les choses. On est dans le management, hein, et voilà. Et puis depuis quelques années, voilà, depuis les années 2020, autour des années 2020, il y a cette question du changement climatique et puis de l'éducation au temps de l'Anthropocène qui est en train d'émerger et d'installer en fait des nouveaux à la fois rapports de pouvoir et des nouvelles questions avec une visée de citoyenneté qui devient là cette fois politique et avec un grand P et qui entraîne à la fois des reformulations, des résistances dans la société. On le voit chez les jeunes hein, qui se mettent à manifester contre ou pour la meilleure prise en compte du changement climatique. Il y a tout Greta Thunberg, etc., tous ces jeunes qui se mobilisent autour de cette idée-là et qui nous interrogent, nous, adultes, de façon parfois très vive. Que faites-vous ? Voilà, alors j'ai parlé d'Anthropocène, hein, qui est le nouveau contexte dans lequel on se trouve plongé. Et très rapidement, pour situer cette idée d'Anthropocène, hein, que l'on doit à Paul Crutzen, hein, qui est un prix Nobel, un géochimiste, voilà, qui a proposé cette idée-là, mais qui s'inscrit dans une longue tradition des sciences des écosystèmes, avec là l'ancrage chez Vernadsky, ce géochimiste russe, qui a écrit un petit ouvrage qu'on trouve en langue française, hein, qui se lit très rapidement, et puis écrit en 1923, qui s'appelle Biosphère, et qui nous dit, en fait, il faut arrêter de penser les relations entre des organismes et penser en termes de compartiments. C'est sa rupture conceptuelle, en fait, hein, du point de vue épistémologique. Et il distingue la géosphère, c'est le compartiment des roches de la planète, l'atmosphère, le compartiment gazeux de la planète, l'hydrosphère et la cryosphère, c'est le compartiment liquide de la planète, et puis la biosphère qui est le compartiment des êtres vivants. Sauf que dans la biosphère, et ça c'est son dernier chapitre de cet ouvrage, que vraiment je vous recommande la lecture, il fait référence à la noosphère, c'est-à-dire que parmi la biosphère, pas à côté, mais parmi la biosphère, il y a l'espèce humaine qui a une activité technique particulière, d'où ce nom de noosphère. Et la noosphère, dit-il, risque d'impacter très rapidement l'ensemble des autres compartiments. On est en 1923. Et c'est ce que Paul Crutzen propose de prendre comme état de fait. Nous avons modifié l'ensemble des compartiments. Et nous sommes en train de remettre en cause notre place
parmi cet ensemble fonctionnel dans lequel nous habitons. Et donc ça provoque un renouvellement des questions dans les sciences de la nature, avec l'hypothèse Gaïa. Je ne vais pas m'étendre particulièrement sur cette hypothèse, mais c'est l'idée qui succède au fait au darwinisme, qui est l'idée que chaque espèce transforme son environnement à son avantage. Et Gaïa, c'est l'ensemble des interactions qu'il y a entre les êtres vivants, dont nous faisons partie. Et nous faisons comme les autres espèces, nous cherchons à modifier notre environnement à notre avantage, sauf que nous avons été peut-être emportés par une sorte d'hubris qui fait que nous prenons le retour de bâton, en fait, sur cet ensemble. Et donc c'est la question des limites planétaires. Vous savez que là, ce sont ces nouvelles sciences, je vais vous parler après, qui ont établi cela. Donc il y aurait 9 limites planétaires, dont 6 ont été franchies l'année dernière, et y ont été franchies l'année dernière, c'est celle de l'eau verte, c'est-à-dire l'eau qu'on ne voit pas, et qui est à l'origine de tous les incendies qui font la une de l'actualité maintenant régulièrement. Et comme nous dit Bruno Latour au sortir du confinement de la Covid, nous avons peut-être pas trop changé, nous, mais le monde, pendant qu'on était confinés, le monde, lui, a changé. Lui, le monde, il s'est accéléré et ce monde est en train de devenir nouveau pour nous. Et notre tâche est d'apprendre à vivre et à habiter ce nouveau monde. Donc, c'est pas simplement que notre façon d'habiter le monde n'est pas correcte, c'est que le monde change à une vitesse colossale et nous avons du mal à le suivre. Si bien que, et là je vais rejoindre mes collègues toulousains, pas très loin de Montpellier, et avec qui on travaille depuis déjà longtemps maintenant. Il y a 3 mots-clés en fait, qui structurent cette idée de durabilité que l'on doit prendre en charge et réfléchir. Il y a la question de l'urgence, parce que nous sommes rentrés effectivement dans une accélération des transformations, avec 3 disruptions fondamentales. Là, je reprends Bernard Ziegler. Je crois que vous avez cité tout à l'heure, il me semble, Jean-Yves et Raphaël. Voilà, il y a 3 disruptions fondamentales auxquelles nous sommes confrontés. Une disruption géophysique, c'est le changement climatique. Une disruption biologique, c'est l'érosion, voire l'effondrement de la biodiversité. Et puis une disruption sociale, avec l'impact des réseaux sociaux et des systèmes de contrôle qui font qu'on a un mal fou en fait, à réguler la société, puisque les réseaux sociaux accélèrent tout mouvement social, et l'actualité nous le démontre encore. Le deuxième mot-clé, c'est celui d'incertitude, évoqué aussi par mes 2 collègues. Et avec Latour, plus profondément, j'aime bien Bruno Latour, vous entendrez souvent son nom dans ma bouche. Voilà. Si nous sommes inclus dans Gaïa, si nous ne sommes pas à côté de Gaïa, nous sommes inclus dans Gaïa. Et donc nous sommes plongés d'un point de vue d'espèce et d'un point de vue épistémologique, dans l'incertitude, profondément. Et nous avons besoin de repenser la relation entre le sujet et l'objet qui caractérisait la modernité scientifique. Cette modernité scientifique se trouve vraiment mise à mal. On a besoin de la repenser en tant que chercheur et en tant qu'enseignant et praticien. Et cette incertitude, elle a un caractère épistémologique. Les sciences ne disent pas l'avenir, d'où tout le travail sur la prospective que mes 2 collègues ont présenté juste avant. Les sciences ne nous disent pas ce qui va se passer. Voilà, il y a des ruptures. Est-ce qu'on va franchir les autres limites planétaires? Est-ce qu'on les a vraiment déjà franchies ou pas? Tout ça reste dans l'incertitude. Et puis, comme espèce vivante, est-ce que nous aurons encore notre place? Alors, quelqu'un parlait tout à l'heure de 70 ans. Ça me semble un peu loin comme perspective. Il faudrait déjà regarder des temporalités plus courtes.
Et puis, il y a l'idée de complexité. Et la complexité donc a été très, très bien définie et rappelée tout à l'heure. J'ajouterai juste là que maintenant, elle touche aussi, parce que l'Anthropocène touche aussi les sciences humaines et sociales, touche les sciences de la nature, perturbe les sciences de la nature, les oblige à penser différemment. Et donc, il y a des nouvelles relations qui se mettent en place entre ces domaines qui étaient pendant longtemps séparés, sous la forme d'hybridation à venir. Une façon de penser ça, c'est de faire référence, selon moi, à une science, un domaine, un champ de recherche qui émerge et qui est en train de bouleverser la recherche scientifique dans les grandes institutions comme l'IRD, par exemple. La science de la durabilité, c'est une science émergente qui se propose d'identifier des solutions durables aux grands bouleversements planétaires, avec comme objet d'étude les relations complexes entre les systèmes naturels, sociaux et techniques. Et on ne peut plus penser les choses de façon séparée. Avec trois enjeux majeurs que cette science porte, celle de comprendre la complexité du monde, celle de co-construire entre les disciplines existantes et avec la société, et j'insiste sur le « et avec la société », ce qui implique des nouvelles relations entre science et société, qui sont les grandes questions d'aujourd'hui, y compris pour les appels à projets de recherche nationaux et internationaux, et avec l'idée aussi de transformer nos modes de vie et nos institutions, et l'école en fait partie. La méthode que porte cette science émergente, c'est l'inter- et la transdisciplinarité, et surtout des approches globales, holistiques, comme disaient les collègues tout à l'heure, avec, par exemple, sur la question de la santé, l'approche One Health, ce qui signifie qu'on ne peut pas penser la santé humaine sans penser en même temps la santé de l'environnement et la santé des animaux. La pandémie en est une expression. Mais il n'y a pas que celle-là, il y a la grippe aviaire, etc. Toutes ces manifestations-là, en fait, nous obligent à penser de façon globale et non plus dans des domaines séparés. Mais il y a d'autres approches qui travaillent cette question-là. Ce qui nous pose pleinement la question du nouveau régime des savoirs. Je vous ai disais tout à l'heure que Jean-Baptiste Fressoz nous a démontré comment l'école en fait, avait mis les savoirs locaux à côté, ailleurs, puis les avait oubliés, alors que les recherches actuelles nous obligent à retrouver ces savoirs locaux pour répondre aux défis auxquels notre monde est confronté. Là, je vous mets simplement un exemple qui est tiré d'une thèse qui a été soutenue récemment à Aix-Marseille, d'un jeune docteur maintenant, donc, du Burkina Faso, et qui a montré, par exemple, que dans son pays, les Mossé, c'est l'ethnie majoritaire, avaient une manière de catégoriser les sols et de les identifier qui était à la fois plus riche et diversifiée et beaucoup plus pertinente que les agronomes du Nord qui venaient donner des conseils à ces populations. Et donc c'est là qu'il y a un besoin de prise en compte, c'est là qu'il y a un besoin d'hybridation. Voilà, avec des classifications qui sont basées sur l'usage et avec un nombre de termes qui permet de différencier énormément plus de catégories de sols que ce qu'un pédologue du Nord classique ou un agronome en fait, a appris pendant sa formation. D'où le nécessaire dialogue qu'il y a à mettre en place avec tout ça. Alors, du point de vue de... Là, je vais revenir à l'école, à l'éducation et à la formation. Quels repères avons-nous là-dessus? Alors ça, c'est la question des finalités. Le rôle de l'école, et là, en fait, ça vient compléter la proposition de Durkheim. Il ne s'agit pas simplement d'adapter l'école au monde contemporain dans lequel elle est, mais il faut aussi que l'école devienne le levier de transformation de la société et du monde. C'est une nouvelle mission, on pourrait dire, mais qui a été proposée par les Nations Unies. C'est l'objectif de développement durable numéro 4. C'est le catalyseur de l'ensemble des autres objectifs. L'école est à la fois le problème et le moyen de transformer la société.
Alors, au niveau du développement durable, vous savez qu'on peut distinguer une soutenabilité faible ou forte, voilà, mais là, c'est un curseur, on peut se déplacer vers l'un ou vers l'autre. Et il est reconnu au niveau international 4 finalités, celle de l'amélioration, celle de l'atténuation, celle de l'adaptation et celle de la transformation. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'adaptation, et si on parle d'adaptation, ça veut dire qu'on a déjà renoncé à la transformation. On aurait renoncé à la transformation, par exemple par rapport aux limites planétaires, par exemple par rapport au changement climatique, etc. Or, non, il nous reste encore le temps de la transformation, à condition de se mobiliser. Et l'éducation peut le faire si elle réfléchit aux finalités qu'elle porte. Là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est ce qui est majoritaire que l'on voit dans les enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire dans les écoles, etc., collège, lycée, quand je dis école, c'est au sens large. Les stratégies sont davantage celles de l'atténuation. Or, on devrait être dans la visée de transformation. Les éducations A, alors, c'est une manière de prendre en charge ces questions-là, c'est-à-dire l'éducation A, c'est un mot un peu barbare, mais c'est le nom de l'institution. Nous, on préfère parler d'éducation transversale, c'est-à-dire l'éducation A, ça s'oppose à l'enseignement 2, en fait, conceptuellement. Soit vous enseignez un objet, soit vous centrez sur l'éducation, avec un sujet pris dans sa globalité. C'est un sujet qui n'est pas un sujet apprenant, quand j'ai le sujet. L'élève, il n'est pas simplement cognitif, mais qui est aussi un sujet social, éthique, etc. Affectif, émotionnel, etc. Voilà, avec dans ces éducations une centration sur des pratiques sociales, non pas sur les savoirs académiques, mais sur une pratique sociale. Et un pilotage par des actions éducatives, participatives sur un territoire. Vous en avez une très belle illustration là dans les Pyrénées, notamment tout à l'heure. Voilà, avec, pour revenir à la dimension pédagogique, ce fameux triangle pédagogique de Jean Housset, qui nous dit qu'il y a 3 processus. Il y a le processus enseigner, il y a le processus apprendre, et il y a le processus former. Et ce que nous dit aussi Jean Housset, c'est que quand on est dans un processus, le pôle opposé du triangle semble être absent. Si bien que très souvent, les éducations A qui sont dans le processus formé, on leur reprocherait de ne pas mobiliser des savoirs. Et moi, je m'insurge en permanence contre cela. Parce que quand je dis eau verte, quand on a franchi l'année dernière cette 6e limite planétaire, j'ai interrogé mes collègues, j'ai interrogé mes étudiants. Personne ne savait ce que c'était que l'eau verte. Alors donc ça pose un vrai problème, en fait, puisque ça ne permet pas de comprendre le monde dans lequel on est, si on ne connaît pas ces termes-là. L'eau grise, l'eau verte, l'eau bleue, etc. Pareil pour l'hydrogène, l'hydrogène vert, l'hydrogène, etc. Si on ne décline pas, si on ne connaît pas, on ne peut pas comprendre, en fait. Voilà, et donc ces éducations-là, elles nous entraînent vers des ruptures épistémologiques fondamentales du point de vue éducatif, puisqu'il s'agit de passer d'un modèle qui est cumulatif, vertical, un empilement de connaissances, qui est ponctué par des diplômes, des certifications, etc. Et bien, il faut inventer autre chose. Et ces changements qui sont attendus et les transformations qui sont induites sont importantes et elles vont vers l'idée d'une éducation aux politiques avec un grand P toujours, c'est-à-dire non pas une éducation politicienne, mais une éducation à l'action dans la cité. Ce que Jean-Yves et Raphaël ont présenté tout à l'heure, c'est ça, en fait, en pratique. C'est une éducation branchée sur un territoire, des actions menées dans la cité, dans lesquelles vivent les enfants. Et en même temps, on n'est pas démunis par rapport à tout ça. Là, il y a une liste d'ensemble de propositions didactiques et conceptuelles qui nous permet de le penser. Il faut s'en saisir. Et finalement, toujours par rapport aux éducations A, le territoire devient le repère fondamental parce qu'il s'agit
alors que bien souvent dans les médias, y compris dans les manuels scolaires, on vous parle de l'ours polaire, des îles du Pacifique, de l'Antarctique ou de l'Arctique, etc., qui nous laisse vraiment très démunis, surtout lorsqu'on est voilà, adolescent ou autre. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse quel rapport il y a entre la façon dont je vis et la question des ours polaires, d'ailleurs, qui ne sont peut-être pas un vrai problème biologique, voilà, ou l'Antarctique, etc. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ou les îles du Pacifique? Ben, les pauvres. Mais non, c'est pas, hein, ça ne peut pas être comme ça qu'on peut placer une intervention éducative. Donc il s'agit de rendre lisibles les enjeux globaux à l'endroit où on est. Par exemple, moi, mes étudiants, je suis à Montpellier, donc la première sortie que je fais, c'est on va sur le bord de mer et on regarde le recul du littoral. Parce qu'on le voit, le recul du littoral, à condition d'avoir les connaissances nécessaires. Et donc on leur apprend, je leur apprends, ils y découvrent, à savoir lire le recul du trait de côte, qui est un phénomène général, mais localement, qui est parfois qui n'existe pas. Donc il faut apprendre à lire tout ça. Et pour les étudiants, une dune, moi je suis dans un littoral qui est dunaire, les dunes sont des tas de sable faits par les humains pour protéger la côte. Oui, donc l'idée d'où viennent les matériaux, c'est quoi une plage, ils ne connaissent pas. Mettre sa serviette dessus, oui, mais savoir d'où ça vient, non. Voilà, et donc il y a tous ces savoirs-là, en fait, hein, qui sont à mobiliser. Et puis, et pour ce faire, il y a 3 mots-clés qui me semblent importants. Vous les prenez dans l'ordre que vous voulez. C'est connaître. Si vous ne connaissez pas, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre les enjeux et les défis auxquels on est confronté. Il faut d'abord connaître, puis il faut les comprendre. Et enfin, il faut agir. Alors ça, après, vous pouvez le mettre dans l'ordre que vous voulez. Et la flèche orange, qui est... en fait, hein, il y a 2 équipes qui travaillent sur cette flèche orange avec la prospective. Il y a l'équipe de Toulouse que vous venez d'entendre avec tous les travaux qu'ils font. Puis il y a une équipe aussi à Aix-Marseille avec les travaux d'Angela Barth. Mais je crois qu'à ma connaissance, c'est à peu près les seuls qui travaillent sur la prospective. Mais peut-être parce qu'ils ont un pied dans la géographie qui les incite à le faire. Alors tout ça pose le problème des rapports entre ces éducations transversales et puis les domaines disciplinaires. Ce qui est important de distinguer, là je le fais grâce à la conceptualisation de Joël Lebaume, il est important de penser en termes de pratiques qui sont constitutives des éducations transversales. Par exemple, les questions de santé, les questions d'environnement, etc., ou d'autres, hein, l'éducation média d'information, etc. Donc il y a des pratiques, mais il y a aussi des savoirs. Et ces savoirs, ils sont contributifs, c'est-à-dire ils viennent des disciplines existantes. Et tout à la fois la simplicité et la complexité de la chose, c'est de mobiliser, de reconnaître ce que chacune des disciplines peut apporter, et en même temps quelle est sa limite. Aucune discipline ne peut résoudre à elle-même un défi sociétal. Et moi, je milite pour une didactique ancrée dans la science de la durabilité. Et voilà, ça c'est mon projet pour les temps à venir. C'est pour me faire réinviter de temps en temps pour voir l'évolution des choses. Et puis pour terminer, enfin je ne sais pas quelle heure il est par rapport à où j'en suis dans mon temps, mais voilà, j'avais prévu une fois avoir rappelé tout ce contexte, m'intéresser à 2 choses. D'abord l'engagement des jeunes. L'engagement des jeunes, ces élèves du primaire, du collège et du lycée auxquels on s'intéresse. Et puis après, je parlerai des difficultés pour les enseignants et donc de la question de la formation qui en résulte. Alors d'abord sur l'engagement des jeunes, là je fais référence à 2 ANR successifs, c'est des recherches financées par l'Agence nationale de la recherche.
Donc d'abord, il faut démystifier le fait que trop souvent dans les médias, on entend dire que les jeunes seraient désengagés. Non, toutes les études nationales et internationales montrent le contraire. Les jeunes sont engagés, mais ils ne sont pas engagés de la même manière que la génération d'avant. C'est tout. Voilà, donc ils sont peu syndicalisés, ils sont peu dans les partis politiques, mais ils sont très mobilisés sur les réseaux sociaux, etc. Et on le voit bien. Ils sont aussi sur des valeurs qui ne sont pas forcément celles de la génération d'avant. En tout cas, celles qui sont socles pour eux, c'est la question de la solidarité, de l'équité et de la tolérance, en particulier actuellement vis-à-vis des questions de genre qui devient fondamentale chez eux. Et mes étudiants le font savoir régulièrement et sont attentifs à ces discriminations. Alors bien sûr, on peut le penser du point de vue théorique avec les travaux de Bandura qui datent un peu, mais qui avaient distingué deux choses importantes dans le sentiment d'efficacité personnelle, qui est la clé pour l'engagement. C'est qu'il y a deux dimensions qui sont en interaction. Une dimension interne. Est-ce que personnellement, je doute ou pas de mon influence sur le politique et sur l'action ? Et puis, une dimension qui est externe, c'est la question de la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans les institutions ? Voilà. Actuellement, la réponse, c'est plutôt non. Et ce qu'on avait montré dans un premier temps, c'est qu'il y avait deux inhibitions fondamentales chez ces jeunes. Celle d'une inhibition... Alors quand je dis jeunes, c'est élèves de troisième et élèves de seconde. C'est cette catégorie-là. Inhibition épistémique, c'est-à-dire la situation est trop grave et donc je n'y peux rien, c'est trop tard, je ne peux rien faire. D'où l'idée importante de continuer à montrer que si on peut, si on veut, on peut, là où on est, changer les choses, transformer les choses et comprendre comment ça fonctionne. Et l'autre inhibition fondamentale, c'est celle de aller sociale, c'est moi je ferais bien, mais tout seul, ça ne sert à rien. Parce que les autres ne veulent pas. Et ces discours-là sont majoritaires, en fait, chez les jeunes qu'on a rencontrés. Et plus récemment, dans une autre recherche qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, auquel Olivier Morin a participé. Là, comme j'avais fait sa publicité à Genève, je ne l'ai pas refait là, mais, parce que j'ai fait un choix, en fait, pour des questions... Voilà, mais sur les raisonnements sociaux scientifiques, avec Olivier, on a très bien travaillé la question didactique de la question de l'engagement. Quelles sont les conditions didactiques et dans les raisonnements sociaux scientifiques pour un engagement chez les jeunes? Vous lisez Olivier Morin dans ses publications et vous aurez des éléments de réponse. Là, je voulais insister sur des éléments qui sont dans ce que nous ont dit ces jeunes, dont une partie était en Seine-Saint-Denis, dans les lycées que l'on voit actuellement à la télévision. Et ce qu'on en a tiré d'un point de vue sociolinguistique avec Frédéric Tortora, qui est spécialiste de ces approches-là, c'est que les formulations, elles sont un peu récitatives. Ça veut dire, en fait, c'est des discours convenus qui nous disent. Tout le monde aujourd'hui est contre la violence, tout le monde aujourd'hui est non raciste, tout le monde aujourd'hui est pour la tolérance, tout le monde aujourd'hui est pour l'écologie, tout le monde, etc. Mais en pratique, c'est pas forcément vrai derrière. Donc, ils sont aussi très désabusés, en fait. Car ils sont très ancrés dans un fatalisme épistémique, d'où l'éco-anxiété qui a été évoquée, que vous avez évoqué dans vos ateliers. Même si peut-être que l'éco-anxiété, en fait, pourrait être un levier aussi pour faire bouger, en fait. Et ce n'est pas forcément au service du fatalisme. Le discours qu'ils tiennent est très fragmenté, très peu structuré. Et les connaissances qu'ils ont des questions écologiques et environnementales viennent des réseaux sociaux. En particulier, la première source de leur information, c'est YouTube. Les YouTubeurs, surtout, par exemple, les Québécois, qui sont très branchés sur les questions environnementales. La deuxième source de leur connaissance, ce sont les familles. Et en particulier avec une influence très forte des catégories professionnelles de la mère.
La difficulté qu'ils ont, en fait, à avoir une pensée systémique et complexe. Et dans tout ça, l'école, dans leur discours, est le dernier référent qu'ils évoquent. Et quand on leur demande qu'avez-vous appris sur telle ou telle question, la réponse, c'est « Ah, je me souviens au primaire, oui, il y avait un enseignant qui avait fait un peu de... » Voilà, c'est ça la réponse. Et la réponse globalement, c'est arrêtez de passer votre temps, vous étant le chercheur avec son micro, mais c'est les adultes en fait. Arrêtez de passer votre temps à nous évaluer et aidez-nous plutôt à comprendre quels sont les enjeux et à trouver des solutions. C'est ça leur discours. Et je trouve ça très fort. Alors après, on a fait des catégories on a caractérisé en fait ce qu'ils étaient dans ces 5 catégories avec des éléments qui sont importants, c'est-à-dire leur rapport à la nature écocentrique ou biocentrique, etc. Leur rapport aux autorités, les inhibitions qu'ils portent, l'éthique du care. Le care, c'est l'idée de prendre soin. Et tous ces éléments-là sont importants. Mais ce qui est déterminant, c'est le sentiment d'urgence. Ceux qui, nous avons qualifiés d'auteurs, c'est-à-dire ceux qui vont s'autoriser et ceux qui vont être créatifs, ce sont ceux qui ont intégré un sentiment d'urgence par rapport aux questions environnementales. Le côté paradoxal, le deuxième type, c'est celui qu'on a trouvé le plus présent dans les lycées de Seine-Saint-Denis. Et ce qu'il nous disait, on est en 2019-2020, hein, ce qu'il nous disait, c'est que oui, ils sont conscients des enjeux environnementaux, c'est aux décideurs de fixer la loi et d'établir des normes, etc. Eux, leur ambition, c'était quoi? On est à Seine-Saint-Denis, hein, c'est d'aller sur les Champs-Élysées, mais pas simplement pour se promener, pour aller consommer. Et ce qu'ils agitaient, c'est « nous n'avons pas les moyens de consommer ce qu'on voudrait consommer ». Voilà, ça c'était en 2019 et l'actualité, je trouve, le démontre amplement. Hop, je suis allé trop vite, Hop, je vais revenir ici. Excusez-moi. Voilà, du coup, les enseignants dans tout ça, puisqu'on est dans un institut, un réseau de formation. Alors, juste pour rappel, François Audiger, dans les années 90, avait déjà pointé le fait que les enseignants fonctionnaient largement, majoritairement, hein, pas tous, selon ce qu'il avait appelé les 4 R, c'est-à-dire la prégnance du réalisme, c'est la réalité, c'est ce que je vois. Et c'est ce que nous disent les sciences de référence, c'est la science et vérité. Et c'est une approche consensuelle des questions que l'on se pose, et puis surtout le refus du politique, pas de la politique, mais du politique. Nicole Tutio-Guillon, qui a travaillé à sa suite, c'était sur l'éducation à la citoyenneté, là, dans les années 2000, nous dit qu'il y a besoin de passer d'un paradigme positiviste d'adhésion à un paradigme constructiviste critique, y compris sur l'idée d'universalisme. Par exemple, l'universalisme n'existe pas en soi, c'est à chaque génération de le construire, et dans des approches interculturelles. Sinon, on est dans la domination néocolonialiste, en fait. Et puis, aujourd'hui, là, je fais référence donc sur ce qui se passe aujourd'hui en jaune, chez les enseignants aussi, et c'est les travaux d'Angela Barthes, publiés en 2022 et en 2023. Donc il y a 7 positions éducatives qui sont fréquemment rencontrées, que l'on qualifie, grâce aux travaux d'un jeune chercheur, Melki Slimani, d'antipolitique. Et antipolitique, c'est une forme de politique, en fait. C'est pas de l'apolitisme qui est fait, c'est de l'antipolitique, c'est-à-dire refuser de voir que les enjeux auxquels on est confronté sont de nature politique. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour l'environnement, etc.
Donc avec une neutralité apparente, mais qui est en fait très politique, une affirmation d'a priori commun, de choses qui vont de soi, qu'on retrouve dans le discours des jeunes, des positions très souvent relativistes, c'est-à-dire tout se vaut, quels que soient les domaines de connaissances dont il s'agit. Une centration excessive sur la technique, sur les questions techniques, et donc c'est le technicisme comme rapport au monde. L'idée de finalement que tous nos défis, là, c'est assez banal, et puis une dérive vers l'indifférenciation des savoirs. Alors c'est pas parce que l'on dit interdisciplinarité ou transdisciplinarité qu'il n'y a plus de discipline, et il faut retrouver quelles sont la place de chacun. Sinon, si tout se vaut, si tout se mélange, on arrive, c'est ce que veut dire le mot indifférenciation, on arrive à de la bouillie ou de la salade intellectuelle. Donc il y a besoin de clarifier tous ces éléments-là. Et puis, très souvent, c'est celui-là que... J'ai plusieurs étudiants en thèse qui travaillent là-dessus, en observant des classes de SVT en particulier, une dérive vers un comportementalisme moralisateur, qui fait que, par exemple, manger bio local, c'est quelque chose qui ne se discute pas, ça s'impose à nous. Et je ne comprends pas pourquoi les élèves ne comprennent pas qu'il faut manger bio local. Mais dites ça en banlieue, en Seine-Saint-Denis, et vous verrez les réactions que vous allez obtenir sur cette proposition. Voilà, et là j'arrive à la fin, vraiment. Et donc, moi, je reprends le projet de Daniel Curnier, qui est un jeune collègue suisse, qui a écrit, c'est sa thèse, en fait, qu'il a mis en ouvrage, mais un petit ouvrage qui se lit simplement, pour une école écologique, qui est une manière de redonner, puisque je parlais tout à l'heure de la crise de l'école, l'école, elle peut changer et elle peut retrouver ses racines humanistes au service de la transformation de la société, ce qui était son rôle initial. La question du récit, qui n'est plus au service du progrès qui va de soi, mais qui est un nouveau récit à construire, en évitant d'être le moins anxiogène possible, mais tout en étant réaliste sur la situation. Et puis, voilà, pour la conclusion, je reprendrai la formule de Bruno Latour. Il faut apprendre à devenir terriens, et ceux qui veulent nous emmener sur Mars tous nous bercent d'illusions, parce qu'on ne pourra pas y aller tous, et de toute façon, ils ne pourront pas revenir.